9 février 1943, rafle de la rue Sainte-Catherine. « 6 avril 1944, rafle des enfants de la maison d'Isieux. » 11 août 1944, déportation de 600 juifs et résistants dans le dernier train parti de Lyon à destination des camps de la mort. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Le 11 mai 1987 s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône le procès de Klaus Barbie, accusé de crimes contre l'humanité. 37 jours d'audience pour établir sa culpabilité. Alors, accusé, quels sont vos noms et prénoms? Altmann Klaus. Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît? 25 octobre 1913. 25 octobre 1913. À quel endroit? Bad Godesberg. À Bad Godesberg. Près de Bonn. Quelle est votre profession? Kaufmann. Commerçant. Commerçant. Et quel est votre domicile au moment de votre arrestation? La Passe. La Passe. Vous nous dites, vous vous appelez Altmann. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altmann? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957 en 1955. 1957 en Bolivie sous les deux noms, Klaus Altmann et Klaus Barbie. Mémoire, histoire et justice, le procès Barbie. Vendredi 5 juin 1987, 18e audience. Madame Julie Finot-Franceschini. Bien, alors, madame, vous avez eu affaire à Barbie combien de fois? Ici à Lyon, dans les locaux de la Gestapo? Combien de fois je suis restée 5 mois à Montluc, dans la cellule 20, là, à l'entrée. Dans les locaux, d'abord dans les locaux de la Gestapo à Lyon. À Lyon, je suis restée qu'une nuit, où j'ai été à la santé. À la santé, je suis restée qu'une nuit, la nuit de l'arrestation, où on m'a battue. Et après, le lendemain, pleine de sang, sans pouvoir marcher, battue, je n'entendais plus rien, on m'a emmenée à Montluc. Bon, mais la scène de la baignoire à laquelle vous avez... Oui, ça s'est passé... Ça s'est passé cette nuit-là? Cette nuit-là. Est-ce que Barbie était présent, selon vous? Oui, il était présent. Et il y avait avec lui, avez-vous dit, Francis André? Gueule tordue. Gueule tordue. Francis Gueule tordue, on l'appelait. Bon, comment savez-vous que c'est Barbie qui était là, avec Gueule tordue? Mais parce qu'il y avait tout un tas, mais ils étaient sous. C'était la nuit, mais c'était une bacchanale épouvantable, effrayante, les cris, les pleurs, les coups. Mais j'entendais ça, on l'entendait. Non, mais comment avez-vous fait pour identifier Barbie dans les personnes qui étaient là? Je l'ai identifié en 72, quand on a montré sa photo à la télévision. J'ai une amie qui m'a téléphoné tout de suite, qui m'a dit « Regarde ton bourreau, c'est Barbie ». Et voilà comment je l'ai reconnu. Et je suis allée à la gendarmerie, et j'ai raconté à la gendarmerie que c'était bien Barbie. Voilà. Donc vous l'avez reconnu en 72? Oui, quand on l'a montré à la télé. C'était en 72, oui. Bien. Dites-moi, madame, alors vous n'avez jamais été confrontée avec lui, puisque à l'origine, les résistants n'étaient pas considérés comme victimes de crimes contre l'humanité, donc ils avaient été exclus. Est-ce que vous reconnaissez dans l'accusé ici présent la personne qui était avec Gueule tordue au cours de cette nuit-là, au cours de laquelle vous avez... Ah, je l'ai reconnu, oui. Est-ce que vous le reconnaissez dans la personne ici présente, alors? Oui. Oh, ses yeux, oui, c'est lui, monsieur le juge. Des yeux pareils, on ne peut pas oublier ce regard, je vous assure. Et si je n'entendais plus, si j'étais abasourdie de coups, je voyais ses yeux cruels, voilà.
Vous avez traduit au fur et à mesure l'accusé. Est-ce que l'accusé a donc entendu ce qu'a dit le témoin? Qu'a-t-il à dire là-dessus? Non, ça va bien. Non, je ne veux rien. Suzanne. Il n'a rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je comprends. Monsieur le procureur général. Est-ce que vous vous souvenez de la phrase qui a été prononcée par quelqu'un que vous appelez Le Gros, quand vous étiez à la Gestapo? Est-ce que vous vous souvenez de la phrase qui a été prononcée par celui que vous appelez Le Gros? Le Gros? Quand on vous a rendu votre carte d'identité, celui que j'ai situé appelé Le Gros m'a dit, je vais vous lire la phrase que vous avez dit aux gendarmes. Le Gros m'a dit... Je ne m'en souviens pas. Vous aviez dit aux gendarmes, c'était en 1980, Le Gros m'a dit d'aller travailler en Allemagne, que cela me ferait du bien. Le Gros? Non. Je n'ai aucun souvenir. Est-ce que vous vous souvenez que quelqu'un vous a dit que d'aller travailler en Allemagne, ça vous ferait du bien? Je revenais de faire des Messerschmitt, alors j'avais déjà assez travaillé, je crois. Non, mais quand vous étiez arrêté à Lyon, oui, avant de partir en déportation. Ah, on ne nous a pas dit tout ça. On nous a embarqués à Romainville, de Montluc, et à Romainville, nous avons pris un train qui a cahoté 3 jours, où on était dans un wagon comme pire que des bestiaux, et nous sommes allés à Nouy-Brême. Je vous dis le nom, j'écorche peut-être le nom parce que c'est un camp épouvantable. Et je suis restée que 15 jours dans ce camp, et après on nous a embarqués à Ravensbrück, et d'autres ont été tués là. Et j'avais un témoin là qui est mort et qui, ses fils peuvent le dire. J'étais dans ce camp terrible qui était un camp où on ne faisait que passer, on vous torturait, où on vous expédiait. On restait pas longtemps, on était nus, enchaînés. Et j'ai assisté à une scène qui vous dira bien que vraiment ces gens sont fous. Il y avait là un pauvre, on nous donnait la soupe dans une timbale à Nouy-Brême. Et alors, avec une louche, on nous versait ça, mais on avait les bras attachés. Comment voulez-vous qu'on mange? Bon. Et là, il y avait en face de nous, parce que c'est un camp assez grand, avec pas mal de box, et il y avait, soi-disant, un Russe. Il était russe. On lui a donné sa soupe. Il a donné un grand coup de pied à la gamelle. La soupe est tombée par terre, et on voulait l'obliger à faire manger sa soupe. Il n'a pas mangé sa soupe, alors il a été tué, massacré devant nous, mais tué d'une façon horrible, de coups de pied, voilà. Monsieur le procureur général, il y a un témoin qui était absent, peut-être souhaiteriez... Madame de Sainte-Marie est absente pour raison de maladie et ne pourra pas venir. C'est un témoignage très important qui mérite d'être lu très complètement. Ce que j'aimerais savoir, c'est si Klaus Barbie a l'intention de répondre à des questions sur Madame de Sainte-Marie. Non, je n'en ai pas l'intention. Alors je crois que compte tenu de l'importance de ce témoignage, il serait préférable que ce témoignage soit lu mardi prochain, car il demandera beaucoup de temps et mérite des questions, mérite des développements. Car rien que la lecture de tout le témoignage prendra un long moment, et en cette fin de journée, je pense qu'il serait préférable de le lire mardi. Bien. Mais si vous le permettez, Monsieur le Président, je voudrais poser une question à Klaus Barbie. Je vais lui poser une question, puis je lui dirai après pourquoi il devrait me répondre. Je voudrais parler d'un autre Barbie, en 1933. D'un Barbie qui dit certes qu'il est impressionné par le soulèvement national et qu'il veut s'engager à la suite du chancelier du Reich, mais également un Barbie qui a des accents émouvants sur la mort toute récente de son frère aîné puis de son père, et aussi un Barbie qui raconte qu'après avoir milité dans une association catholique, il était dans une société de bienfaisance qui s'occupait d'accueil en gare et de visite des prisons, et un Barbie qui dit qu'il était très impressionné
par les atteintes à la dignité humaine qu'il a constatées. Alors la question que je voudrais lui poser, c'est comment cet homme de 20 ans, ce jeune homme, qui a des réactions normales, est devenu après un SS convaincu, ce qui l'a conduit sur les bancs de la cour d'assises du Rhône. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie entre 34 et 37? Et je vais vous dire maintenant pourquoi vous devriez me répondre. Parce que, bien sûr, vous pouvez continuer à faire semblant, mais il y a 3 choses que vous savez. La première, c'est que quoi qu'il arrive en Bolivie, vous ne retournerez jamais en Bolivie. Le droit international fait que vous êtes en France et que vous y resterez. La deuxième, c'est que le procès se déroule à Lyon et qu'il ira à son terme. Et la troisième, vous le savez aussi, c'est que dans un certain nombre d'années, des personnes iront consulter tous les témoignages qui ont été posés dans ce procès, pourront voir un film, vous savez dans quelles conditions. Et la question qui se poseront tous, mais n'avait-il rien à dire? Il est très vraisemblable qu'un jour, il y ait soit un de vos petits-enfants, soit un enfant de vos petits-enfants, qui ira à la recherche de son passé, et qui dira, mais est-ce qu'il avait vraiment rien à dire? Alors je crois que c'est aujourd'hui pour la dernière fois que vous avez l'occasion de dire quelque chose. Et je crois que cette question, vous le savez que je vous ai posée. Qu'est-ce qui s'est passé entre 34 et 37? Qu'est-ce qui s'est passé à Bernao, à l'école où vous étiez? Quelles influences avez-vous reçues qui ont fait de vous, d'un jeune homme sensible à la misère humaine, un SS convaincu? Vous savez que cette question, c'est la clé du procès, mais c'est aussi la clé de votre vie. Je crois que vous devriez y répondre aujourd'hui. Herr Oberstaatsanwalt, ich kann Ihnen jetzt nichts dazu sagen. Ich werde abwarten, die Dinge abwarten, die laufen. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich mich hier juristisch fehlfühle. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich durch eine Entführung hier vor Ihnen stehe, nur aufgrund einer Entführung. Und aus diesen rein juristischen Gründen kann ich Ihnen Ihre Anfrage nicht beantworten. Monsieur le procureur général, je ne peux pas répondre à votre question. J'attends ce qui va se passer. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis juridiquement absent ici. J'ai été victime d'un enlèvement. Je le répète, je suis la victime d'un enlèvement. Et donc, il n'y a aucune raison juridique pour que je vous réponde. Je ne peux donc absolument pas répondre à vos questions. Je vous plains de continuer à vivre dans une fiction et vous le savez. Maître, présentez-vous pour les sténotypistes, s'il vous plaît. Monsieur de la Cour, mesdames, messieurs les jurés, Maître Paul, du barreau de Lyon. Monsieur Barbie vient de nous dire, je suis ici juridiquement absent. Et sous votre contrôle, Monsieur le Président, j'aimerais que lui soit posée une question portant sur une période où il s'estimait, à l'époque, juridiquement présent, c'est-à-dire lorsqu'il était en Bolivie en 1976. S'il veut bien répondre à une question double, Monsieur le Président, la voici. Où était-il, s'il s'en souvient, et je pense qu'il doit s'en souvenir, puisqu'il a une très grande mémoire, nous l'avons vu dans le dossier et les experts l'ont confirmé, où était-il avec précision au mois d'août 1976? J'entends géographiquement parlant. Wenn ich dem Herrn Oberstaatsanwalt schon nicht antworte, kann ich einem Zivilkläger erst recht nicht antworten. Ich verweigere die Antwort. Je refuse de répondre. En effet, si j'ai décidé de ne pas répondre au procureur général, je répondrai encore moins à la partie civile. C'est un honneur pour moi, Monsieur Barbie. Je vous rafraîchirai la mémoire en temps voulu, soyez sans crainte. La deuxième phase de ma question, Monsieur le Président, si vous me le permettez, c'est la dernière. Mais je sais d'avance que M. Barbie, peut-être, vraisemblablement, s'il m'opposera à une fin de non-recevoir, quels étaient ses rapports avec le général Banzer en 1976, général Banzer qui était à l'époque le chef de l'État bolivien. Diese Frage kann ich Ihnen auch nicht beantworten, aber ich hatte keine besonderen Beziehungen zu General Banzer.
Je ne peux pas non plus répondre à cette question, mais tout ce que je peux dire, c'est que je n'avais pas de rapport particulier avec le général. Nous en reparlerons plus tard, vraisemblablement. Maître Zelmati. Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, Messieurs les jurés, je connais manifestement, en anticipant la réponse de Monsieur Klaus Barbie, mais je voudrais tout de même qu'il écoute ma question, qui sera très simple. Vous souvenez-vous, pendant votre période de formation à l'école de Bernau, je dis bien pendant votre période de formation, d'avoir assisté à des conférences animées par Eichmann, Dannecker, Hagen. Je n'ai jamais vu personnellement Eichmann et je n'ai jamais fait sa connaissance. Pourtant, ces conférences, qui traitaient toutes de la question juive et qui avaient en 1935, 36, 37 et 38, mais en ce qui vous concerne surtout 35 et 38, les thèmes suivants: judaïsme, finalité et méthode dans la solution de la question juive, situation du judaïsme allemand, question légale concernant les juifs, histoire des juifs, organisation du judaïsme et de son traitement pratique. Toutes ces questions ont été exposées aux élèves de l'école de Bernau, dont vous étiez, toujours par les mêmes Eichmann, Dannecker et Hagen, dont on connaît le rôle et la responsabilité s'agissant de la solution finale et s'agissant des Juifs. Nous avons, malheureusement pour vous, Monsieur Barbie, ces documents que nous allons remettre à votre Conseil, à Monsieur le Président et à Monsieur le Procureur. Das überlasse ich Ihnen, Herr Rechtsanwalt. Ça, c'est de votre responsabilité, monsieur l'avocat. C'est donc le moment, avant de continuer d'autres auditions de témoins, de faire le point sur cette première série. De faire le point parce que vous voyez maintenant ce que c'est que cette procédure d'assises, ou dans un procès qui va durer de 7 à 8 semaines, qui brasse beaucoup de documents, vous n'avez même pas le droit de les emporter chez vous pour les lire, et vous ne devez vous fier qu'à ce que vous entendez à cette audience, qu'à ce que vous voyez à cette audience. Je voudrais, avant d'aller plus loin, faire 2 réflexions sur les témoignages que vous avez entendus. La première, vous avez évidemment tiré de ces témoignages l'impression que Barbie n'a pas tout fait lui-même, qu'il n'y a pas à Lyon qu'un seul criminel contre l'humanité. Mais il n'y a que Barbie qui est poursuivi aujourd'hui. Et il faudrait se garder d'une double confusion. La première consisterait à dire, puisque je tiens un criminel contre l'humanité, je vais tout lui mettre sur le dos et je vais en rajouter. Et la deuxième, c'était la tactique de Barbie, de dire, tout ce qui était fait contre les Juifs était fait par un de mes subordonnés, je n'y suis pour rien. Toute tentative qui vise qu'à une seule chose, c'est de dire qu'il ne faut chaque fois ne retenir que la responsabilité d'une seule personne. C'est évidemment pas ça, de ça qu'il s'agit. Dans le premier procès qui a eu lieu contre Barbie en 1954, il n'y avait pas que Barbie, il y avait d'autres personnes. Et certains comme Florey qui ont été condamnés à mort, et d'autres comme Barthelmous à 8 ans de travaux forcés, puisqu'à l'époque il s'agissait de travaux forcés. Cela veut dire que pour une même action, on peut retenir plusieurs personnes, parce que ce que vous avez déjà pu apercevoir, notamment par la déposition des 2 magistrats allemands, c'est que c'est une politique d'ensemble qui met plusieurs personnes en cause, et que même en définitive, et nous aurons à le prouver, si Barbie ne s'était pas trouvé à Montluc le 11 août, mais il y était, vous avez entendu ce qu'a dit Madame de Sainte-Marie, même s'il ne s'était pas trouvé à Montluc le 11 août, il était néanmoins responsable. La deuxième réflexion que je voudrais faire, toujours en vue des questions que vous devez vous poser au moment de répondre sur la culpabilité de Barbie, c'est qu'il lui est reproché d'avoir envoyé des personnes en Allemagne pour qu'elles y soient assassinées. Or, vous avez constaté que certaines de ces personnes sont revenues.
D'où la tentation qui est de dire, mais après tout, d'Allemagne on pouvait revenir. Alors, je voudrais que vous vous posiez vraiment les questions au vu de tout ce que vous avez entendu. On vous a dit le Struthof, ce champion de saut à la perche de Pologne, la façon dont il est mort. On vous a dit la forteresse de Revel en Lituanie où ont été fusillés M. Zlatin et les deux plus âgés des enfants d'Isieux. On vous a dit Neuengamme où les Allemands avaient rassemblé dans des bateaux sous le feu des Alliés, des avions alliés, des déportés, et lorsqu'ils ont voulu sauver à la mer, ils ont été mitraillés. On vous a dit aussi la Tchécoslovaquie et ces 5 femmes à qui on a donné le choix entre empoisonner elles-mêmes leur enfant ou partir avec cet enfant dans une chambre à gaz. On vous a dit aussi Dachau, on vous a dit Buchenwald, on vous a dit Neuengamme, on vous a dit Bergen-Belsen, on vous a dit bien sûr Auschwitz, on vous a dit comment il fallait avec un burin enlever les dents en or de ceux qui étaient passés dans la chambre à gaz. Alors la question que vous aurez à vous poser, y avait-il parmi tous ces camps un seul camp où la vie était inhumaine? Y avait-il un seul camp d'où on pouvait sortir? Vous devez vous poser la question, si la guerre avait par malheur duré 6 mois de plus, combien auriez-vous vu de ces témoins? Tous, vous avez été frappés comme moi lorsqu'ils vous ont dit je pesais entre 30 et 32 kilos, comme si en dessous de ce poids il n'y avait plus de vie humaine possible. Et vous vous poserez aussi la question, pour répondre à cette question fondamentale pour la culpabilité de Barbie, vous vous poserez la question de savoir si par malheur le choix des armes avait été différent. Combien croyez-vous qu'à la fin de la guerre, si elle avait été gagnée par les nazis, ils auraient libéré de prisonniers des camps? Combien de juifs qu'ils avaient juré d'exterminer, ils auraient rendu à la liberté? Combien de ces résistants qui pesaient 32 kilos, ils auraient rendu à la liberté pour qu'ils témoignent? C'est des questions que vous devez déjà à présent vous poser. Jean-Olivier Vieux. Il est assez inhabituel de voir intervenir à un procès criminel des témoins dits d'intérêt général, appelés à témoigner ni sur des faits, objet de l'accusation, ni sur la personnalité de l'accusé qu'ils ne connaissent pas, mais simplement sur un environnement, un cadre historique, un contexte. Pour le procès Barbie, ont été cités à la barre des témoins dont on attendait qu'ils éclairent simplement les jurés sur ce contexte. Les crimes de Barbie ne pouvaient être isolés du cadre et des circonstances de l'environnement dans lesquels ils avaient été perpétrés. Il était indispensable que la place de Barbie au sein des structures de la Gestapo en France occupée, les conditions de mise en œuvre du plan concerté de déportation et d'extermination arrêté par l'organisation nazie soient clairement perçues. Car un des éléments qui différencie le crime contre l'humanité du crime de guerre est celui du contexte dans lequel il s'inscrit, du but final qu'il poursuit, à savoir le service d'une politique d'hégémonie idéologique. Et c'est ainsi que, dès les premiers jours du débat, le ministère public avait pris soin de faire entendre 2 procureurs allemands, spécialistes des crimes nazis, et qui avaient longuement explicité le fonctionnement et la hiérarchie de l'armée et de la police du Troisième Reich. Le risque, certes, existait, et le président et l'accusation l'ont exprimé, de voir le procès subir une dérive, devenir non plus le procès de Klaus Barbie, mais globalement celui du nazisme. Mais comment juger Barbie, sans parler de la Gestapo, des SS, de la solution finale? Se sont donc succédé des témoins de tous ordres, certains victimes du système, tels des déportés, d'autres chercheurs, universitaires, et qui en ont fait postérieurement à ceux-ci l'étude scientifique. Il a fallu parfois recentrer leurs propos, prendre garde à des digressions trop éloignées du sujet, mais au total, indépendamment de ces inévitables travers, l'audition de ces témoins d'intérêt général allait permettre de situer Barbie dans son environnement, dans la structure hiérarchique où il évoluait, d'appréhender en un mot le ressort qui sous-tendait la commission de ces crimes, de prendre en définitif
la dimension spécifique de leur mobile. Mardi 9 juin 1987, 19e audience. Monsieur le procureur général. Nous allons maintenant aborder la deuxième série de témoignages, ce qu'on appelle les témoins d'intérêt général. Et là, je voudrais attirer votre attention avant ces auditions. Devant une cour d'assises, les gens qui viennent témoigner ne peuvent témoigner que sur les faits qui sont reprochés ici à Barbie, que sur la personnalité et la moralité de Barbie. À tel point que, fréquemment, dans les années récentes, la Cour de cassation a dit qu'on avait raison d'écarter des débats, des témoins, lorsqu'ils ne connaissent ni les faits ni l'accusé. C'est ainsi, je vais vous donner un exemple, vous comprendrez tout de suite, qu'une cour d'assises qui jugeait quelqu'un pour viol a refusé qu'un député vienne témoigner pour dire ce que c'était que le vol, comment il fallait le prévenir, quelles dispositions législatives il fallait prendre pour prévenir le viol. On a refusé ce témoin et c'était une bonne chose, car il ne s'agissait pas de faire porter sur les épaules de ce violeur tous les viols de la création. Et la tentation serait, avec des témoins d'intérêt général venant parler d'autre chose que de ce qui s'est passé à Lyon et de ce qui est imputé à Barbie, ce serait de faire dévier le procès sur ce qu'est la responsabilité d'un homme, mais vous avez déjà compris que cette responsabilité est grande et qu'il n'est pas besoin d'en ajouter. Cependant, si on doit, ici et aujourd'hui, entendre ces témoins d'intérêt général, c'est parce que le crime contre l'humanité, une petite parenthèse, on reproche à Barbie des crimes contre l'humanité. Le procès est commencé depuis le 11 mai et ce n'est que le 25 juin que pour la première fois on vous expliquera ce que c'est qu'un crime contre l'humanité. C'est malheureusement la procédure devant une cour d'assises en France. Donc le crime contre l'humanité, c'est quelque chose qui se fait, dit l'accord des alliés, qui se fait à la suite d'un complot. Et la Cour de cassation précise cela en disant que ce crime est commis dans le cadre d'une politique d'hégémonie idéologique. C'est-à-dire qu'il faut que j'établisse que ce qu'a fait Barbie à Lyon, il l'a fait au vu d'une doctrine de l'État nazi qui visait à imposer sa mainmise sur une grande quantité de gens et qui visait à les détruire. Alors, dans cette mesure-là, des témoins d'intérêt général qui viendront vous dire ce qu'est le nazisme, c'est vraiment le procès. Mais faisons bien attention. Il ne s'agit pas, à travers ces témoins d'intérêt général, de faire porter à Barbie le poids de choses qui se sont passées ailleurs, le poids de choses pour lesquelles il a déjà été condamné, et le poids de choses même commises à Lyon qui ne lui sont pas reprochées aujourd'hui. Je crois qu'il faut bien faire la distinction en cette matière. Et vraiment, Monsieur le Président, je vous adresse avec force une demande, c'est que les témoins ne sortent pas de ce qui doit être leur rôle dans un procès d'assises, c'est-à-dire maintenant, pour ceux qui n'ont connu ni Lyon, ni Barbie, ni les victimes de ce procès, qu'ils ne sortent pas de ce qui doit être leur seule mission ici, de parler de cette politique d'hégémonie idéologique du nazisme tel qu'ils l'ont connu, tel qu'ils l'ont étudié. Au-delà, nous partirions à la dérive. Laurent Douzou. Geneviève de Gaulle, c'est un grand personnage de l'histoire de la résistance française. Pourquoi ? Parce que c'est une jeune femme qui s'engage dans le mouvement Défense de la France, qui va signer même quelques articles dans Défense de la France qui, de la part d'une femme dans ces années 40-44, n'était pas si courant, qui va être arrêtée, déportée, qui a montré un très très grand courage en déportation, et qui, revenu de déportation, je dirais, ne cessera jamais de tirer les enseignements du combat qu'elle a mené entre 40 et 44. C'est vraiment quelqu'un qui va décliner la résistance sans phrase, sans faire beaucoup de bruit, mais avec une obstination rare pendant toute sa vie. Donc Geneviève de Gaulle, je dirais que de ce point de vue-là, c'est la statue du commandeur, si vous voulez. C'est la statue du commandeur en raison même de sa simplicité, du dépouillement de ses positions, du fait que jamais elle n'exhibe de ce qu'elle a été, qu'au fond, je dirais, sa parole se suffit à elle-même. Donc elle représente assez bien cette association des déportés internés de la résistance, ces femmes qui se sont regroupées après-guerre et qui n'ont pas fait beaucoup de bruit, mais qui ont continué, je dirais, inlassablement à porter ce type de mémoire. Donc il est clair que,
avec de surcroît le patronyme qu'elle porte, quand Geneviève de Gaulle parle, l'effet spécifique de force du témoignage dont je parlais est encore décuplé. C'est-à-dire que, au fond, Geneviève de Gaulle renvoie à une autre question très intéressante. Il suffit pas qu'un témoin ait des choses authentiques et émouvantes à dire pour qu'il soit entendu. Encore faut-il qu'il puisse les dire dans un langage intelligible et en touchant les gens. Et ça, je dirais que de ce point de vue-là, la répartition est inégale, comme dans tous les domaines, entre les gens, et que Geneviève de Gaulle, c'est quelqu'un dont la parole porte. Alors elle porte parce que ses mots sont efficaces, et elle porte parce que c'est elle qui parle, et parce que tout un chacun sait, même quand on connaît pas le détail de sa biographie, tout un chacun sait, je dirais intuitivement, comprend que quand cette femme-là parle, je dirais d'une certaine façon, la résistance par sa voix parle, mais pas au sens où on aurait un porte-voix désigné officiel, une espèce de statut héroïque, c'est pas du tout ça. Je dirais une femme simple, menue, qui ne paie pas de mine et qui, quand elle prend la parole, dit des choses qui ont un effet de souffle assez considérable. J'ai, depuis le mois de juin 40, adhéré de toute mon âme à la résistance. Je n'ai pu le réaliser qu'un peu plus tard, mais j'ai fait partie d'abord du réseau du Musée de l'Homme, et dès 41, après les premières arrestations, et ensuite les exécutions de nos camarades hommes, j'ai continué la résistance. Et ensuite, j'ai fait partie du mouvement Défense de la France, qui est un mouvement en général de très jeunes gens. J'étais étudiante en histoire et en même temps membre du comité directeur de Défense de la France. Nous avons été arrêtés, une partie importante de mes camarades et moi-même, le 20 juillet 43. J'avais alors une fausse identité. Je m'appelais à ce moment-là Geneviève Garnier. Mais dès mon arrestation, ayant été arrêtée avec des preuves nombreuses, j'ai donné à l'inspecteur de police Bonny, qui travaillait pour le compte de la Gestapo, mon identité véritable qui était Geneviève de Gaulle. Après les interrogatoires classiques, je n'ai pas été torturée, battue seulement. Ce qui a un peu assourdi mes oreilles, je m'en excuse. J'ai ensuite, après 6 mois de Fresnes, été emmenée avec un grand nombre de mes camarades au camp de Compiègne, qui était le point de départ pour la déportation en Allemagne. Quand nous avons quitté la prison de Fresnes, nos gardiens, qui étaient des soldats allemands, qui faisaient partie de la Wehrmacht, étaient pleins de pitié pour nous. Et le sous-officier de mon étage, qui était un très brave homme, s'appelait Herr Mahler, nous a dit avec des grands gémissements que nous allions beaucoup souffrir. Nous le savions d'ailleurs, mais nous n'imaginions quand même pas ce qui nous attendait. Nous étions un convoi de près de 1000 femmes. Nous avons quitté Compiègne à la fin de janvier 1944. Et après ces voyages horribles qui ont été tant de fois décrits, entassés dans les wagons à bestiaux plombés, avec une unique tinette, nous avons mis plusieurs jours avant d'arriver au camp de Ravensbrück. Quand nous avons sauté du wagon, sous les feux des projecteurs, avec les hurlements des SS et des chiens, nous avons commencé par comprendre que tout ce que nous avions pu envisager était certes pire. La plupart de mes camarades étaient comme moi des résistantes. Et nous savions que nous pouvions être fusillés. Nous avions même pensé à la torture. Nous n'avions pas pensé à ce qui nous attendait à Ravensbrück. Et quand, avec les cris, dans la terreur, c'était le milieu de la nuit, nous sommes arrivés au camp vers 3 heures du matin, car nous avons vu, je peux le dire parce que nous avons vu à ce moment-là, nos camarades qui faisaient les corvées pour aller chercher des énormes cuves dans lesquelles il y avait une sorte de jus. Alors là, nous avons commencé à comprendre davantage. Car
Ses camarades n'avaient plus de regard. Elles étaient des espèces de loques humaines, il fallait bien les appeler encore comme ça, mais avec une telle déchéance, une telle absence sur leur visage que ce n'était plus le monde des humains. Ce n'était plus le monde des humains. Et tout ce qui a suivi n'a cessé de nous l'apprendre. Naturellement, nous avons été dépouillés de tout objet personnel, naturellement soumises à des fouilles humiliantes, pour beaucoup tondues, rasées, toujours dans cette même atmosphère de terreur. Et nous avons commencé à entrevoir ce qu'était la réalité des camps de concentration. C'est-à-dire que nous n'avions plus aucun droit. Nous n'étions plus des personnes humaines. Ce délai de survie qui nous était donné, nous ne savions pas encore bien pourquoi, il nous était donné dans une condition qui était très en dessous de celle des esclaves. Nous étions déjà, nous l'entrevoyons, ces Untermensch, ces sous-hommes. Il fallait que nous l'apprenions à nos dépens. La plupart des camarades qui étaient dans le camp ont commencé autour de nous à le dire. Et nous avons découvert ce monde concentrationnaire. Jacques Delarue. Je pense que une des questions, ou peut-être même la question que soulèvent des procès de ce genre, c'est de savoir comment de pareilles choses ont pu arriver dans un pays de civilisation ancienne et profonde tel que l'Allemagne. Et pour le comprendre, il faut faire un petit résumé historique de la manière dont tous ces organismes se sont mis en place, car c'est en Allemagne, entre la prise du pouvoir par Hitler le 30 janvier 1933 et le début de la guerre de 1939, que tous ces organes qui ont ensuite dévasté et ravagé l'Europe ont été conçus et se sont organisés. Les choses débutent très tôt, puisque l'incendie du Reichstag a lieu dans la nuit du 27 au 28 février 1933, et dès le lendemain, 28 février, on fait signer au vieux président Hindenburg une loi d'urgence qui suspend toutes les libertés individuelles constitutionnelles, qui, en même temps, institue ce qu'on va appeler le Schutzhaft, c'est-à-dire la détention de protection, délicat euphémisme, puisque c'est prétendument pour mettre à l'abri de la vindicte publique des gens qui ne sont pas d'accord avec les nazis, et qui va permettre de les jeter dans les camps de concentration qui s'ouvrent immédiatement, puisque ces camps s'ouvrent dès le début de mars, puis avril 1933, et ils vont proliférer, comme vous le savez. Ces arrêtés d'internement sont pris d'une façon tout à fait anarchique au début. Les camps sont ouverts par des autorités locales, par les SA, par des petits groupes du parti, par toutes sortes de gens. Et la Prusse, l'Allemagne n'est pas à l'époque, n'est pas un État centralisé. Le président de Prusse est quelqu'un de très connu, puisque c'est Göring. Le 26 avril 1933, Göring prend les services de la police politique qui existaient déjà, comme dans tous les pays avec de petits effectifs, et il constitue avec eux, en y incorporant de nouveaux fonctionnaires, la Geheimstaatspolizei, c'est-à-dire la police secrète d'État, qui sera très rapidement copiée dans les différents autres États et qui va constituer le moyen de peuplement rapide de la plupart des camps. Un an plus tard, le 20 avril 1934, il nomme à la tête de l'ensemble de ce service de la Gestapo de Prusse un homme qui est Heinrich Himmler,
qui n'est pas du tout un policier professionnel, qui est un homme qu'Hitler a choisi pour diriger sa SS à partir de 1929. Je ne sais pas s'il est nécessaire de dire rapidement ce qu'était la SS. Vous en avez peut-être déjà entendu beaucoup parler. On en a parlé déjà, monsieur. C'est un organisme privé, l'organisme de sécurité du parti, qui doit d'abord assurer la sécurité des réunions, puis la sécurité des chefs. Et à l'intérieur de cette SS, Himmler a créé en 1931 un service de sécurité interne de la SS, de renseignement plutôt, intérieur de la SS, s'appelle le SD, dont vous avez beaucoup entendu parler certainement. Et à la tête de ce SD, il place en 1932 un officier de marine qui a dû quitter la marine dans des conditions assez peu honorables et qui s'appelle Heydrich, lequel va faire de ce SD un instrument d'espionnage intérieur extrêmement efficace. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la progression du parti qui assoit son autorité sur l'ensemble de la population allemande et de l'État se fait par petites touches, d'une manière très pragmatique, avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait d'un coup, brutalement. On tâte les résistances et on crée des situations de fait qu'on officialise après coup par des textes. Par exemple, ce décret, ces arrêtés d'internement de protection sont proposés par la Gestapo, mais ils sont soumis au ministère de l'Intérieur, qui les prend. En 1934-35, il y a toute une énorme bataille qui se livre contre les instances judiciaires allemandes, car les magistrats allemands ne sont pas du tout prêts à suivre les nazis dans cette route qui est parsemée sans cesse d'illégalité. Alors, par exemple, il y a plusieurs procès qui ont lieu à propos des mauvais traitements que les internés subissent dans les camps de concentration. Dans un de ces procès, il y a une vingtaine, il y a très exactement 20 inculpés qui sont déférés devant un tribunal. Malgré les pressions qui sont exercées sur ce tribunal, ces 20 accusés sont condamnés. On demande au tribunal, aux magistrats de réduire ces peines, font des propositions de réduction qui ne sont pas jugées suffisantes. Hitler gracie immédiatement les 20 accusés, qui retrouvent tout de suite leur place dans les camps de concentration, et ce sont les magistrats qui sont sanctionnés. Malgré le ministre de la Justice, très discrètement, conseille à Hitler de ne pas le faire, mais enfin, c'est fait tout de même. Et puis, en 1934, au printemps de 1934, il y a des incidents extrêmement vifs au camp de Dachau, et de nouveau, on s'apprête à poursuivre un des responsables du camp. Alors là, Himmler prend une décision, il crée une justice interne de la SS. Si bien que tous les gens qui appartiennent à la SS ne relèvent plus que de cette justice intérieure. Et progressivement, on amène les tribunaux administratifs à rendre des jugements dans lesquels ils disent que les décisions de la Gestapo, et notamment les décisions d'internement, ne peuvent pas être contestées, que les tribunaux ne peuvent pas s'immiscer dans les affaires de la Gestapo, qu'on ne peut pas non plus s'immiscer dans la gestion des camps. Et toute cette bataille se déroule jusqu'au moment où, au printemps de 1936, la situation étant déjà établie et les limites du domaine immense de la SS et de la Gestapo étant bien fixées, on publie enfin la loi fondamentale de la Gestapo en février 1936, ce qu'on appelle la loi fondamentale, dont on peut citer très vite le préambule. La Gestapo a pour tâche de déceler les intentions hostiles à l'État et d'en mettre les auteurs hors d'état de nuire. Je dis bien les intentions, car dans le monde nazi, il n'est pas nécessaire d'avoir fait quelque chose de mal, il suffit d'en avoir eu l'intention pour être punissable. Et puis, on dit ensuite, devenue national-socialiste, la police n'a plus pour objet de faire respecter un ordre établi par un régime parlementaire et constitutionnel. Elle est là pour faire exécuter la volonté d'un chef unique et pour s'opposer à toutes les tentatives d'ennemis intérieurs et extérieurs. Et pour cela, elle doit être toute puissante. Et la même loi institue complètement et officialise l'internement de protection. Il en donne l'initiative à la Gestapo. Elle indique que ces internements ne peuvent pas être contestés,
qu'ils sont sans limitation de durée et que, donc, on a été tout à fait maître. Ce sera complété au début de 1938 par un texte du ministre Frick, ministre de la Justice du Reich, qui dit que désormais, la Gestapo peut établir elle-même les arrêtés d'internement dont son ministère n'a plus à assurer la signature. On a donc là mis en place toute une série de dispositions qui livrent les adversaires du régime nazi pieds et poings liés à son bras séculier qui est la Gestapo. Dans le même temps, le service de renseignement de la SS, le fameux SD, s'est lui-même fortement organisé. Heydrich l'a structuré parfaitement. Il est divisé en deux branches. Une branche qui travaille sur les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire qui espionne, qui organise le mouchardage général dans la population allemande, et une autre branche qui recueille des renseignements dans les pays extérieurs. Tout de suite après la loi fondamentale de la Gestapo, Himmler est promu chef suprême de toutes les polices allemandes, en uniforme comme en civil. Il devient le maître absolu de l'ensemble des polices allemandes. Tout de suite, il prend un certain nombre de textes, dont un qui fait du SD le service de renseignement unique, non plus de la SS, mais du parti, et qui donne comme mission au SD de collaborer étroitement avec la Gestapo en lui fournissant des renseignements. On a donc là une première collusion entre un organisme du parti, dont les membres sont des fonctionnaires non pas de l'État mais du parti, le SD, et un organisme de l'État qui est la Gestapo. Tout cela va être parachevé le 27 septembre 1939 par la création du RSHA, le Reichssicherheitsamt, le service central de la sécurité ou de la sûreté du Reich, qui a cette particularité d'unifier sous un commandement unique qui est celui d'Heydrich, d'une part des fonctionnaires qui sont des fonctionnaires du parti, des gens du SD, et d'autre part les fonctionnaires de l'État, qui sont ceux de la police criminelle et de la Gestapo, rassemblés dans un ensemble qui s'appelle la Sicherheitspolizei, et donc l'ensemble donne SIPO und SD, titre que nous allons retrouver dans les pays occupés. Les dernières barrières juridiques ont été détruites. On a fait une construction administrativement sans exemple nulle part ailleurs, en juxtaposant des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires du parti sous une autorité commune. Et les dernières barrières morales vont sauter au même moment, puisque le 1er septembre 1939, Hitler donne à deux personnes, Philippe Buller, qui est le chef de sa chancellerie privée, et au docteur Karl Brandt, qui est à la fois un médecin SS et un de ses médecins personnels, l'ordre d'euthanasie, c'est-à-dire l'ordre de liquider un certain nombre de malades mentaux, de vieillards incurables, d'aliénés, ordre qui va faire entre 60 et 70 000 victimes, et semble-t-il davantage, puisqu'il semble qu'on n'en connaisse pas tout à fait le terme, et où pour la première fois on va commencer à gazer des gens dans des hôpitaux allemands. Là, ça peut paraître tout à fait surprenant que des gens aient pu faire autant de dégâts en étant si peu nombreux. Parce que les effectifs de la Gestapo, de SIPO-SD plus exactement, ont été de 2500 à 3000 personnes en gros, ce qui est très peu. Mais il faut ajouter tout de suite qu'ils disposent de régiments de police, et qui sont plus importants. Il faut ajouter qu'ils disposent aussi de ce qui reste de la Feldgendarmerie, de la Geheimfeldpolizei, qu'ils disposent aussi de l'aide du gouvernement de Vichy, qui dans certains cas va donner l'assistance de sa police, puis de la milice, qui est une création tout à fait autonome de Vichy, et enfin et surtout, ils disposent des unités de la Wehrmacht, car tous les Feldcommandeurs ont reçu l'instruction de collaborer étroitement avec les services de la SIPO-SD. Et quand, par exemple, on prépare une opération contre les maquis, il y a une réunion qui groupe les représentants de la Feldkommandantur, commandantur militaire, ceux de la SIPO und SD. Les renseignements d'origine sont pratiquement toujours fournis par la Gestapo. On établit l'effectif qui est nécessaire. Il y a naturellement toujours le régiment de police. Et on va utiliser toutes sortes d'unités. Par exemple, dans votre région, dans les combats qui vont se mener contre les maquis dans les Alpes, on va utiliser l'aviation. Et il y a même des cas, je ne sais pas si ça s'est produit dans cette région, mais il y a des cas où on a vu réquisitionner des douaniers allemands pour participer à la chasse aux maquisards.
le pouvoir de réquisition de la Gestapo est absolument total sur l'ensemble des services allemands qui se trouvent à disposition. Elle dispose aussi, bien sûr, d'informateurs, d'indicateurs français, qu'elle recrute auprès de mouvements collaborationnistes, dont le plus important sera à Lyon, comme presque partout, le PPF, qui va fournir toute une faune d'indicateurs à pointer. Elle puise abondamment dans la lie sociale. Elle va chercher les repris de justice, elle va même parfois les sortir de prison, de sa propre autorité. Elle les paye grassement, elle leur donne des armes et un Ostface qui les met à l'abri de toute espèce de poursuite. Et c'est ainsi qu'elle va utiliser entre 30 et 50 000 personnes en France, parfois une fois, parfois d'une manière plus longue, pratiquement permanente, des gens qui seront bien payés et qui pourront se livrer à toutes sortes d'exactions. Comment travaille-t-elle avec tout ça? Eh bien, elle travaille, je dirais, d'une manière tout à fait classique, mais avec des moyens qui ne le sont pas. Ces méthodes sont des méthodes d'enquête banales. Elle glane des renseignements de toutes les façons. Ça peut être une conversation surprise dans un café par un indicateur, ça peut être un document qu'on a saisi au cours d'une perquisition, dans une boîte aux lettres sur un individu arrêté. Ce sont des aveux qu'on extorque par la violence, par les coups, par la torture, par la menace, par les pressions psychologiques, morales. Et puis, ma foi, avec tout ça, elle se livre au jeu de mosaïque habituel. Elle établit des rapports quotidiens qui sont adressés à Paris et à Berlin, car elle communique directement avec sa centrale. Elle établit des rapports de synthèse bi-hebdomadaires, et puis elle établit aussi des synthèses particulières sur certaines grandes affaires. Et comme toujours, bien entendu, quand il s'agit d'interpréter des faits clandestins, de déchiffrer des pseudonymes, de reconnaître des écritures, de reconstituer la vie de groupes de gens qui prennent tout de même quelques précautions, même si elles sont insuffisantes, elle commet aussi des erreurs. Elle n'arrive pas toujours à faire les bons rapprochements. Mais ces erreurs n'ont aucune importance, parce que depuis le mois d'octobre 1942, il a été dit que la Gestapo n'est pas du tout obligée de libérer les gens, qu'elle peut même interner des gens qui viennent d'être acquittés par un tribunal, que dans la procédure NN, il est dit que quand, en cours de procédure, on découvrira que des gens sont innocents, ils seront tout de même envoyés dans un camp de concentration jusqu'à la fin de la guerre. Et on assiste à cette chose extraordinaire, c'est que des gens qui sont condamnés à mort, par exemple par un tribunal militaire régulier, ne sont pas exécutés. Parce que la Gestapo les récupère immédiatement après le jugement, elle fait ce qu'elle veut avec eux. Et d'autres, qui n'ont jamais été condamnés, et contre lesquels même aucune procédure n'a été encore engagée, sont fusillés. C'est le régime de l'arbitraire total. C'est le régime du bon plaisir. Le sort des gens qui sont livrés à la Gestapo, et on pourrait dire, dépend de l'humeur du chef de la section 4. Que va-t-il faire avec tout ça? Ah, j'ai oublié un petit détail, pardonnez-moi. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais il y a des choses qui sont tout de même importantes. J'ai dit qu'ils correspondaient directement avec leur centrale. Alors il y a au sein de chaque commando, comme presque toujours dans un service de police, des gens qui sont plus spécialisés dans telle ou telle question. Et il va y avoir très vite, sur l'instruction d'Eichmann, dans chaque commando, un membre particulier de la section 4 qui va être chargé de la liaison directe avec le représentant d'Eichmann à Paris et directement avec le service d'Eichmann à Berlin pour ce qui concerne les affaires juives. Que fait-il cet homme? Eh bien, c'est tout simplement un homme qui assure une liaison plus rapide, transmission des ordres, des comptes rendus, et qui s'occupe surtout de veiller à ce que les convois soient pleins. Parce qu'Eichmann a beaucoup de difficultés à trouver des wagons pour constituer les trains de déportation, et c'est un problème permanent qui va soulever d'ailleurs des véritables conflits avec son représentant à Paris, des conflits extrêmement vifs. Et donc cet homme est chargé de veiller à ce que quand on va avoir des wagons, qu'ils soient pleins. Ce serait une erreur fondamentale de croire qu'il y a sur lui un transfert de compétences et de responsabilités. Il n'est rien d'autre qu'un agent de liaison de la section 4 et il rend compte à son chef de tout ce qui est fait dans ce domaine. Il n'a le pouvoir d'aucune décision. Donc, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce qu'on peut dire. J'ai cité tout à l'heure, vous me pardonnerez Monsieur le Président, mais puisque ce procès est aussi une leçon d'histoire,
J'ai cité le nombre de 2500, 3000 membres de la CIPO-SD et celui de 30 à 50 000 Français qui l'ont aidé. Cela pourrait donner à penser que la France tout entière trahissait. Il serait injuste et faux de dire que tous les Allemands ont été nazis. Je crois vous avoir montré que c'est sur eux qu'on a mis au point tout ce système inhumain de destruction. Il serait aussi stupide et faux de dire que toute la France a été résistante. Mais on ne peut pas oublier que plus de 500 000 personnes sont passées dans les prisons et dans les camps en France et en Allemagne, que 200 000 ont été déportés, que 27 000 ont été fusillés, qu'à la Libération, les prisons et les camps en France étaient encore pleins, que des milliers de Français se battaient dans les maquis et des milliers d'autres sous l'uniforme des FFL. Et on ne peut pas rendre compte dans tout cela de tous les innombrables gestes individuels que des gens ont faits dans leur village, dans leur petit coin, et qui ont sauvé des vies humaines. Et j'ai dit tout à l'heure que Vichy avait mis sa police au service des occupants. Permettez-moi de dire que 373 fonctionnaires de police ont été fusillés, que 1048 ont été déportés, que plus de 700 ont été internés, près de 800 ont été internés en France, et que presque 3000 ont fait l'objet de sanctions pour refuser de collaborer. La France, c'était tout ça, et la proportion de ceux qui se sont mis au service de l'occupant était faible. Quant à ceux qui ont parlé, ceux parmi ces dizaines de milliers d'hommes qui ont parlé sous la torture, ou même parfois simplement sous la menace, sur des êtres chers, et nous savons que ça n'était pas des menaces de forme, dans notre monde bien paisible et bien confortable et sûr d'aujourd'hui, qui aurait le courage de les juger? Pas moi, en tout cas. Le procès Barbie. Une série de Dominique Missika. Archives INA. Mixage Marie-Dominique Bougot et Anne Le Guéhenec. Réalisation Pierrette Perronneau. Del gobierno revolucionario de Cuba. À l'ombre des jeunes filles en pleurs, qui ne vont pas croire au malheur. Elles écoutent la radio, elles boivent du thé, au degré zéro de la liberté. C'est l'été sur France Culture. Regardez cette grotte, Françoise. C'est une cathédrale du désert, ça. C'est majestueux. Nous allons devoir parler tout doucement. Nous entrons dans un temple. Est-ce que nous allons oser marcher sur ce sable, Françoise? On va le contourner. C'est pas possible. Quelquefois, c'est pas possible. Les courbes sont tellement pures que quelquefois, il faut quand même savoir faire quelques pas de plus pour ne pas les détruire. Oh là là. Oh là là, l'ocre rouge. Et les petites alvéoles là dans le grès, on dirait des nids d'oiseaux, des nids d'hirondelles. Des sensations fortes, des horizons inédits.
France Culture revêt les couleurs de mondes à redécouvrir le pendant l'été. Rotation dans les terres australes, chaque jour à 10h05. Le voyage aux Caraïbes à 16h30. Et la nuit venue, du Sahara en Ouzbékistan, de la Colombie à la Serbie ou l'Afghanistan, jusqu'aux mondes amérindiens, à l'écoute des tout premiers peuples d'Amérique du Nord, carnet de voyage à 22h30.